BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans BFM Crypto, le club. On est ensemble jusqu'à 15h30 sur BFM Business. On va parler minage, rôle des politiques dans l'adoption du Bitcoin. Et puis on va parler d'un livre aussi, c'est le jour, avec mes invités. Alexandre Stashchenko, directeur de la stratégie chez Pemium et auteur de ce livre, Bitcoin, le choc géopolitique, qui sort aujourd'hui, que vous avez écrit avec Jean-Charles Galli. On va en parler dans un instant. Oui. Avec vous également dans cette émission, Alexandre, il y a Sébastien Gouspillot, cofondateur du Big Blog. Bonjour Sébastien. Bonjour. On s'est vu il n'y a pas longtemps, mais il y a plein de choses qui se sont passées depuis, et ça c'est drôlement bien. On va en parler dans cette émission. Vous nous écrivez aussi, vous posez toutes vos questions, que vous soyez investisseur averti, mineur, ou alors pas du tout intéressé à ces questions. Oui, vous êtes juste curieux. crypto@bfmbusiness.fr, on répond à vos questions demain. Il y aura Morgane Elandieu et il y aura Manuel Balante de Coin House. En attendant, BFM Crypto, le club, c'est parti. On va commencer par la sortie de ce livre parce que c'est l'actualité du jour. Alexandre Stashchenko, Bitcoin, le choc géopolitique, écrit avec Jean-Charles Galli aux éditions Armand Collin. C'est disponible partout dans vos librairies. Exactement, dans vos bonnes librairies, pour ce bon livre sur le Bitcoin. Pourquoi cette idée de ce livre, Alexandre, concrètement ? Alors, pourquoi ce livre ? C'est un chemin et un travail qui est mûri depuis un certain temps. C'est très difficile d'écrire sur à la fois Bitcoin et la géopolitique parce que c'est des sujets qui sont très mouvants. Donc en fait, on a commencé à travailler sur ce projet-là il y a plus d'un an maintenant, 1 an et demi. Et en fait, au fur et à mesure qu'on écrit, Trump fait une réserve, il décide de mettre des droits de douane. Dernièrement, il s'est passé beaucoup de choses. Il dit que c'est finalement Poutine n'est pas si pire que ça. Enfin bon, donc la géopolitique évolue beaucoup ces derniers temps. Donc on est très content de sortir ce livre maintenant parce qu'on cherchait à résoudre en fait un problème de décalage. On trouvait qu'il y avait un vrai décalage entre la perception de Bitcoin comme objet d'étude et donc au-delà du prix, ça monte, ça descend, ça dégringole, parfois on dit sur cette antenne d'ailleurs. Ça dévisse. Ça dévisse, ça dérape. Et l'objet d'étude qui en fait est à notre sens la plus grande révolution monétaire depuis au moins 1971 et donc qui devrait, notamment dans le débat actuel, puisqu'on parle de l'utilisation du dollar, de son hégémonie, des sanctions, etc., revenir sur la table avec une alternative qui s'appelle Bitcoin. Donc il y avait un vrai décalage entre la promesse d'une plus grande révolution monétaire depuis quasiment plus de 50 ans et le traitement de cet objet dans le débat médiatique. Donc Jean-Charles est enseignant en géopolitique, moi évidemment j'ai plus un parcours sur Bitcoin, ça nous a permis de joindre nos expertises pour proposer un bouquin qui n'a pas vocation à être académique, mais qui a quand même vocation à ouvrir le débat et à permettre à des académiques de s'en emparer. Ouvrir la voie à une alternative monétaire Exactement. crédible. Et rien que ça, c'est très intéressant parce que quand on se plonge dans Bitcoin, ça paraît assez évident. Mais quand on ne le connaît pas, on ne s'est même pas rendu compte que le système monétaire est unique. Tout à fait. Et c'est à ça que vous proposez une alternative. Souvent, on dit souvent que la première vertu de Bitcoin, c'est de faire de la pédagogie sur le système actuel. Parce que c'est vrai que comme c'est un système dans lequel beaucoup d'entre nous sommes nés, tout simplement, on ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'il est bien, pas bien, pourquoi est-ce qu'il est né, dans quel contexte, est-ce qu'on a fait autrement par le passé. Tout ça sont des questions qu'on ne se pose pas, évidemment, quand on paye sa fameuse baguette de pain à la boulangerie. Oui. On ne se demande pas quel est le système monétaire derrière. Et souvent, d'ailleurs, on vient dire aux bitcoiners, c'est très compliqué à expliquer Bitcoin. Je mets au défi n'importe qui d'expliquer le système monétaire actuel. C'est bien plus compliqué que Bitcoin. Donc, nous, on considérait que la monnaie est certes au départ un objet économique, puisque ça vient résoudre un problème économique de coïncidence des besoins pour pouvoir s'émanciper, pouvoir faire de la division du travail, se sédentariser, etc. Mais c'est aussi un objet géopolitique parce que c'est un objet de pouvoir. Et donc, une fois que les États s'en emparent et qu'ils font ce qu'ils font depuis une 50aine d'années, on voit des dérapages de déficit public, on voit des États boulimiques, on voit une progression de la surveillance financière, on voit évidemment l'utilisation du dollar notamment comme une arme à l'international, en particulier depuis la fin de la guerre froide, puisqu'il n'y a plus de contre-pouvoir à l'hyperpuissance américaine. Et donc là, on a vraiment un objet qui arrive de nulle part, qui a beau être appelé mort tous les ans depuis 15 ans, ne veut pas mourir et donc prouve qu'il résiste à la censure. Et donc maintenant, on a un changement d'attitude avec plusieurs pays, on pense évidemment en premier lieu aux BRICS, pour lequel en fait le cahier des charges dont ils auraient besoin pour s'émanciper du dollar s'appelle Bitcoin. C'est juste que pour l'instant, ils sont dans un dilemme. Est-ce que j'autorise une monnaie de la liberté alors que ces régimes sont pour la plupart très autoritaires, mais du coup, ce faisant, je peux contourner le dollar américain ou pas? C'est une question très géopolitique. L'Europe a ses propres questions géopolitiques autour de ça. Oui. Les États-Unis, évidemment, c'est la même chose. Est-ce qu'on suicide le dollar?
ce qui est quand même une arme majeure, ou est-ce qu'on s'adapte à cette nouvelle donne et on refait le coup d'Internet, on a tous les champions chez nous. Donc il y a un vrai sujet géopolitique et ça vient casser un modèle monétaire dans lequel on est depuis une cinquantaine d'années, qui, à mon sens, est perclus de problèmes et qui donc vient proposer une alternative pour sortir de cette situation. C'est intéressant, tout à l'heure vous avez dit que c'était des sujets mouvants, la géopolitique. Tout à fait. C'est surtout des sujets très sensibles. On parle ici de souveraineté, on parle ici du dollar, on parle ici effectivement de ce système monétaire unique et on parle d'énergie aussi. Est-ce que pour vous c'est intéressant qu'il y ait ce genre de livre, Sébastien Gouspillou, ce genre de littérature qui commence à arriver? Il y en a beaucoup en ce moment des livres qui sortent sur Bitcoin pour expliquer quels sont les enjeux sociétaux en fait qui sont liés à cette nouvelle monnaie. J'ai pas encore lu le livre d'Alexandre, hein, mais il sort aujourd'hui. Mais a priori, ça va être bien renseigné. Donc oui, bien sûr, c'est important hein, que les gens finissent par réaliser la proposition de valeur de Bitcoin, que réellement c'est un plan B, qu'on est bien content, nous, connaissant ce plan B, qu'il existe, parce qu'il est rassurant, hein, ça nous crée un optimisme, parce qu'on voit une société quand même qui a tendance à s'effondrer sur elle-même, hein, et donc nous, on est convaincus que le système monétaire déficient qu'on vit depuis 50 ans, effectivement, nous amène dans ce mur. Et on a toujours dit, nous, que le plan B ne prendrait pas d'ampleur si le plan A, c'est-à-dire si le système financier traditionnel, le système monétaire fiat fonctionnait bien, il fonctionne de plus en plus mal. C'est ce qui fait qu'on voit la valeur du Bitcoin monter et on voit des gens comme le patron de BlackRock commencer à réaliser maintenant la proposition de valeur de Bitcoin comme plan B et éventuellement l'arrivée d'un nouvel étalon monétaire que nous on voit depuis des années, hein, mais voilà, ça commence à s'imposer même aux yeux de l'ultra financier qui est le patron de BlackRock. Larry Fink qui dit effectivement que les États-Unis pourraient perdre leur statut de leader économique mondial. Il dit aussi que les actifs numériques vont révolutionner la finance, les actifs financiers. Il parle d'ETF, il parle de tokenisation. En quoi c'est important qu'il ait dit ça il y a quelques jours, Larry Fink? Parce que ça contribue à ce que vient de dire Sébastien, c'est-à-dire que entre personnes de l'écosystème, on a cette conviction depuis un certain temps, mais on n'est pas audible, parce que pour beaucoup de gens, en fait, on est biaisé. Certains vont jusqu'à dire, en fait, ils font ça pour gagner de l'argent, alors qu'en fait, c'est souvent dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est parce qu'on est convaincu qu'on est dans l'écosystème, et donc le fait d'avoir des figures importantes qui sont en dehors de cet écosystème et qui, en fait, il y a encore, je le rappelle, en 2017, Larry Fink, Bitcoin est un index du blanchiment d'argent. 2024, je fais des ETF. 2025, il dit à ses investisseurs, en fait, c'est l'ETF le plus performant qu'on a jamais eu. Il y a une demande de fou. Et accessoirement, dans le fond, c'est un actif géopolitique, c'est un actif qui menace l'hégémonie du dollar si on continue de faire n'importe quoi avec le système monétaire. Donc il y a quand même une progression très forte qu'on trouve plus facilement dans le monde anglo-saxon où les gens ont moins de mal à dire qu'ils se sont trompés qu'en France notamment. Mais on disait tout à l'heure, effectivement, géopolitique sont des sujets sensibles. Alors le livre, pour ceux qui le lisent et qui sont un petit peu férus de géopolitique, est un petit peu irrigué de cette chapelle qu'on appelle la réelle politique, c'est-à-dire le fait de regarder le monde tel qu'il est et pas tel qu'on souhaiterait qu'il soit, et donc de faire avec ce qu'on a. Et en l'occurrence, il y a plein d'enjeux qui sont très 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 concrets avec Bitcoin. Le financement d'opposition dans des pays étrangers, le contournement de sanctions internationales, la monétisation de surplus énergétiques, le contournement d'un système monétaire international qu'on pourrait appeler néocolonial, hein, parce que si on reprend le sujet par exemple du FMI, de la Banque mondiale qui donne des prêts aux pays du Sud, peu de gens savent que les flux par exemple du Sud vers le Nord ont dépassé les flux du Nord vers le Sud depuis les années 80, parce que les prêts du FMI, il faut les rembourser. Et donc en fait on est dans un système, pour terminer deux secondes sur cet exemple-là, quand le FMI fait un prêt, il faut le rembourser en dollars. Un pays comme le Bangladesh ou le Sri Lanka ou le Ghana, il ne peut pas imprimer du dollar. Donc comment il fait pour rembourser? Il tourne son économie à l'export et il néglige son marché intérieur. Donc en fait, les États-Unis ont deux instruments en plus du dollar, qui sont tous nés à Bretton Woods en 1944, qui leur permettent de tourner l'économie mondiale vers leur propre service. Donc là, si on a un challenge et qu'on dit à ce genre de pays, en fait, vous pouvez faire des obligations Bitcoin, vous pouvez contourner ce système de financement international. Tout ça est parfaitement concret et extrêmement important sur le temps long. C'est pas juste est-ce que ça monte, ça descend et c'est de la spéculation. Et parmi le sujet traité dans ce livre, il y a le sujet du minage. On en a parlé il y a quoi 3-4 semaines maximum, Sébastien Gouspillou. C'est votre dada, évidemment, c'est votre activité chez Big Block Group, notamment. Après Sarah Knafo, c'est Marine Le Pen qui s'en est emparée. Elle a dit vouloir exploiter les surplus de production des centrales nucléaires françaises pour miner du Bitcoin. Déjà, rien que ça, le simple fait que les politiques s'en emparent, vous en avez parlé aussi avec François Hollande du Bitcoin il y a quelques jours, c'est important, c'est une avancée.
Vous le voyez comme ça ou pour vous c'est purement électoraliste? Non, c'est une vraie avancée parce que c'est un vrai sujet majeur, très important en termes numéraires et en termes techniques. Donc moi aussi j'ai rencontré François Hollande, hein, Ouais. on a pu et Alexandre a évidemment parlé du mining. Moi aussi, ça a été le sujet central de notre réunion parce que c'est ce qu'il y a de plus palpable dans le Bitcoin. Comme intérêt pour la France, c'est cette possibilité de miner dans le pays qui est le plus adapté au mining et on passe toujours à côté. Donc oui, bien sûr que les politiques finissent par nous écouter. Ça fait longtemps qu'on essaie de leur parler, ça fait plaisir, bien sûr. Oui. Donc c'est certainement l'effet Trump, hein, mais on est ravis que ça arrive. Oui. Rappelez-nous, quel serait... Vous travaillez là-dessus sur le minage, mais alors dans d'autres pays, tout simplement, où c'est beaucoup plus favorable? Pas forcément, c'est toujours des projets. Hein. On nous appelle rarement pour nous dire on a des surplus, venez voir ce que vous pouvez en faire. C'est vous qui travaillez C'est nous qui travaillons, ouais. qui démarchons les pays. Et donc on a démarché le premier pays, c'était la France en 2017-2018, bien sûr. Hein. Donc depuis, on est allé demander à d'autres s'ils nous laissaient étudier leur système électrique pour pouvoir l'optimiser. À l'époque, donc oui, on n'était pas entendu par les politiques. C'est ainsi, hein. Nous on n'en garde aucune rigueur. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui la problématique est la même, voire est plus importante en France qu'elle l'était à l'époque, parce oui. qu'on produit de moins en moins d'électricité. Et enfin, c'est pas vrai aujourd'hui par rapport à l'année dernière, mais si on regarde entre 2014 et 2019, par exemple, sur ces 5 années-là, on produisait plus d'électricité qu'aujourd'hui. Donc le sujet est vraiment important pour la France, vraiment plus que n'importe où ailleurs, à cause de cet énorme parc nucléaire qu'on a. Et donc, oui, d'entendre Marine Le Pen, de voir François Hollande s'y intéresser, d'entendre Sarah Knafo s'exprimer à l'Union européenne sur ce sujet-là, moi, bien sûr, ça me fait très, très plaisir. Même si Marine Le Pen, il y avait des petites des choses à corriger dans son discours. Mais justement, rappelez-nous concrètement ce que ça ferait, ce que ça apporterait de miner du Bitcoin en France si on y arrivait à terme. Ça permettrait aux centrales nucléaires de travailler plus, pas uniquement aux centrales nucléaires, à notre hydro de travailler un peu plus, même si c'est déjà pas mal optimisé, mais ça pourrait être encore mieux. Et ça a des conséquences importantes parce que nos centrales ne sont pas conçues pour s'arrêter en permanence. Enfin, en tout cas, avoir une réduction de charge 2 fois par jour, c'est pas quelque chose qui a été prévu à l'origine. Hein. Les centrales du parc français sont à eau pressurisée. C'est une technologie qui est faite pour travailler en base. C'est comme ça dans le monde entier. Voilà, c'est juste chez nous en Europe qu'on éteint les centrales nucléaires pour laisser la place à d'autres productions d'énergie. A priori, d'après le dernier rapport de l'autorité de sûreté nucléaire, ça abîmerait les centrales. Et c'est surtout un énorme manque à gagner. C'est une grosse perturbation dans les plannings. Enfin, il faut essayer quelque chose. Donc ça, on a bien conscience qu'il faut faire mieux travailler les centrales. Le président Macron l'a dit, hein, il faudrait faire venir des data centers pour l'IA, par exemple. Mais ça crée une contrainte, si vous voulez. Si on rajoute 10 gigawatts de puissance installée pour faire travailler mieux nos centrales, 10 gigawatts de n'importe quelle activité électro-intensive, ça va se rajouter au bas de la courbe. Je vous ai fait passer une courbe, je ne sais pas si vous pouvez tout à fait, on va la regarder effectivement. Parce que ça permet de voir les fluctuations saisonnières qui sont hyper importantes en France. Et on va voir quand elle pourrait être diffusée. En gros, la moitié de l'année, on pourrait avoir beaucoup plus de demandes nationales et donc plus de production par nos centrales, mais toute une partie de l'année, à l'approche de l'hiver, il faudrait couper cette demande. Or, vous n'allez pas couper un data center d'IA. Lui, autant il était un avantage pendant les périodes de creux, autant en période de pointe, il devient un boulet sur le réseau. Parce que lui, il est prioritaire. On ne peut pas le couper. Et les industries électro-intensives, c'est ça. Il faut comprendre que le système d'effacement que propose RTE aux entreprises françaises, c'est-à-dire quand il y a des pics, on a besoin de couper une partie des industriels électro-intensifs. On leur demande de participer à cet effort. Ils le font. Mais un contrat d'effacement traditionnel pour une usine chimique, par exemple, une usine de chimie ou une usine d'aluminium, ça va être de couper 10 à 20% de son usine, donc de sa demande, pas la totalité, et pendant des périodes de 2 heures, qui peuvent être 30 périodes de 2 heures dans l'année, donc 60 heures, quoi. On parle de 0,6% de leur activité qui est coupée, et encore que pour 10 ou 20% de leur puissance électrique. Donc ça donne pas une très grande souplesse à la gestion du réseau. On peut pas dire à cet acteur électro-intensif, tiens, il est 15h30, tu coupes. C'est pas possible. Non, ça peut pas se gérer comme ça. C'est des choses qui se négocient longtemps à l'avance. Donc n'importe quelle nouvelle industrie qu'on amènerait en France aurait cette problématique-là.
Et donc, il n'y a que le mining qui a cette souplesse qui permet de couper vraiment à la demande de l'électricien, immédiatement, sans préavis, et n'importe quand dans l'année. La nuit, le jour, l'été comme l'hiver. Alors, et donc, dans ce que disait Marine Le Pen, elle dit il y a des industries qui sont sous-exploitées, enfin des usages non exploités, voire sous-exploités, comme l'hydrogène vert et le minage des crypto-monnaies. Donc déjà, c'est pas minage de crypto-monnaies, on parle bien de minage de Bitcoin. Bitcoin uniquement, oui. Peut-être qu'elle veut miner du Dogecoin, on ne sait pas. Tout est possible. Non, on parle de mining de Bitcoin parce que les autres jetons en proof of work sont des jetons casino un peu, hein, donc qui n'ont pas vraiment... qui n'ont pas le sérieux nécessaire à ce genre d'activité. Mais elle parle d'hydrogène. Or, la souplesse de l'hydrogène n'est pas du tout établie, hein, même avec les nouveaux systèmes de production d'hydrogène vert, les PEM, avec des systèmes par membrane. Là, on peut couper beaucoup plus facilement qu'avant. Mais rien ne dit que la demande de l'hydrogène permettra de couper, enfin, ça n'aura certainement pas la même modularité que le mining de Bitcoin. Et puis surtout, c'est pas prêt. Et puis surtout, Marine Le Pen dit c'est le gouvernement s'en occupe pas, il y a l'hydrogène vert. Mais la France a donné 9 milliards de subventions à l'hydrogène vert pour que ce soit opérationnel d'ici 2030. Oui. Non, c'est un sujet qui est vraiment pris à bras-le-corps par l'État français, qui est un véritable pari sur l'avenir, parce que pour l'instant, il n'y a pas de demande et on ne sait pas trop où on va en aller, où on va mettre ces 30 milliards que l'Union européenne a mis sur la table pour développer une activité hydrogène vert. Mais en tout cas, si vraiment ça devient quelque chose de pertinent en France, l'intérêt du mining, c'est qu'on aura créé l'outil. C'est-à-dire qu'EDF sera précisément là où sont ces usines de mining qui sont capables de s'effacer et pourra tout à fait effacer le mining pour mettre de l'hydrogène vert. S'il estime que c'est plus intéressant, plus rentable pour la France et pour EDF. Donc ça permettrait de mettre le pied à l'étrier, de créer les infrastructures pour pouvoir accueillir l'hydrogène vert si ce marché se confirme. Pour miner du Bitcoin, vous dites dans votre livre, Alexandre, il faut des conditions dans un endroit donné, une électricité disponible en grande quantité, un climat adapté, une bonne connectivité à Internet et un contexte géopolitique favorable. Oui. En France, c'est quoi qui pose le problème? C'est le contexte géopolitique? C'est le contexte politique tout court. Ouais. Comme le disait Sébastien, en fait, on est un pays qui remplit quand même pas mal de conditions. Ah oui. Alors, tous les mineurs ne se ressemblent pas parce que tous ne vont pas chercher les mêmes extra-capacités ou les mêmes business models. Le mineur du Texas n'a rien à voir avec Sébastien, par exemple, s'ils font quasiment même pas du tout la même activité. Je rappelle souvent que, je crois que c'était l'an dernier ou l'année d'avant, un mineur comme Riot Blockchain, 50% de son chiffre d'affaires, c'était de ne pas miner. C'était justement de s'effacer sur la demande du gestionnaire de réseau. À l'inverse, quand Sébastien travaille dans des endroits off-grid, par définition, il n'est pas du tout sur le même type d'activité. Le contexte géopolitique, c'est quelque chose, et je pense que Sébastien l'a en tête aussi, c'est une question de quand on s'installe à un endroit, est-ce qu'on sait qu'on va garder la propriété privée de ces machines? Est-ce qu'on sait qu'il ne va pas y avoir un conflit? Est-ce qu'on sait s'il n'y a pas on ne va pas avoir un problème de connectivité, un problème de rébellion, un problème de ce genre de choses qui sont des choses, on va dire, très, très dures, on disait très sensibles tout à l'heure. Alors, Dieu merci, je pense qu'on n'est pas sur ce genre de discussion pour l'instant en France. Donc, en fait, le contexte géopolitique est parfaitement favorable. Il s'aligne très bien, en fait. C'est-à-dire qu'on a des extra-capacités du nucléaire. On pourrait miner, je pense même qu'il y aurait un intérêt à envisager l'exploration du développement d'une filière de hardware également, puisque c'est un vrai sujet de dépendance par rapport à 2 ou 3 fabricants au niveau mondial sur lequel on sait qu'il va y avoir une demande demain. Donc ça peut être l'intérêt de développer en Europe une filière de hardware. Mais on sait aussi que ça va nous permettre potentiellement de constituer une réserve si jamais on a envie de pouvoir utiliser cet argent pour le commerce international. La France, par exemple, ne peut pas commercer avec certains pays, non pas parce qu'elle a des sanctions, mais parce que les États-Unis ont des sanctions et que comme nous n'avons que 5 banques en France, eh bien toutes les banques sont exposées au marché américain. Donc en fait, les États-Unis décident de la politique commerciale de la France. C'est pas une situation très acceptable d'un point de vue géopolitique. Ça, si on laissait les entreprises payer d'un wallet Bitcoin à un autre wallet Bitcoin, il n'y a plus besoin de banque dans l'affaire. Donc on n'a plus de question de est-ce que ça va nous couper du marché américain? On peut très bien avoir des petites entreprises qui décident de cibler uniquement le marché iranien et c'est pas grave. On n'a pas d'embargo avec l'Iran, par exemple. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a effectivement un contexte qui est favorable sur quasiment tous les critères en France, mais le point de départ du blocage, c'est l'échelon politique. Et je terminerai avec cette comparaison, c'est qu'on l'a bien vu lorsqu'il y a eu le drill baby drill de Trump, Macron la semaine d'après il a fait oui l'IA les data centers plug baby plug. En fait il l'aurait dit sur le Bitcoin, on lui aurait dit mais attendez, quelle est l'utilité sociale du Bitcoin, pourquoi vous allez consommer de l'électricité? Personne ne lui a rien dit sur l'IA.
C'est-à-dire que pour l'IA, on pourra ajouter 20 gigawatts de puissance en France, ça gêne personne, mais pour le Bitcoin qui est plus flexible et plus adapté au réseau, là, tout le monde se pose une question qui est quasiment d'ordre moral sur finalement Bitcoin, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Donc on voit que c'est vraiment ça le frein principal et que c'est pour ça qu'il faut le débloquer d'un point de vue politique. Vous disiez tout à l'heure que vous mettez ça... Finalement, dans l'idéal, le minage en France, vous mettriez ça dans les mains d'EDF. C'est intéressant, parce qu'à la fois, on comprend, c'est une entreprise de l'État, mais est-ce que les acteurs privés ne peuvent pas s'en emparer ? C'est trop gros, c'est pas assez favorable, justement, c'est trop politique ? Alors, on a essayé. Oui. Hein. À l'origine, le kilowattheure est trop cher en France, il est trop taxé. C'est surtout ça qui fait que le mining, s'il n'est pas dans une politique globale, donc comme le disait Alexandre, il y a des modèles différents. En France, il faut inventer un modèle. Moi, je l'ai en tête, mais ça, c'est à EDF et aux politiques de le valider. Il sera différent de celui du Texas. Je pense qu'on n'a pas besoin de telles primes d'effacement. Mais pourquoi EDF ? Parce que c'est vraiment EDF qui se servira de cette batterie comme d'un régulateur de son réseau, de son offre et de sa demande, et qu'il a un intérêt économique incroyable, très au-delà de ce qu'il gagnerait dans le mining de Bitcoin pur. Juste le fait de moins effacer, et de moins arrêter ses centrales, et de pouvoir gérer son effacement comme il le veut, c'est un confort incroyable pour l'électricien. On parle de milliards d'économies à l'échelle d'un acteur comme EDF. Donc je dirais que la partie minage que va rapporter les bitcoins qui vont être rapportés à l'État français, à EDF, c'est presque epsilon par rapport à l'économie attendue de créer ainsi un banc de charge géant pour l'électricité française. C'est vraiment là que ça joue. C'est epsilon de plusieurs milliards quand même, mais c'est marginal par rapport à ce que... oui, c'est pas epsilon, c'est marginal. Enfin, c'est marginal. D'après les calculs que j'en ai fait, le mining créerait 10% du gain total. 90% du gain est attendu par les économies réalisées par EDF. Ça, c'est un scénario bearish Bitcoin. On perd du temps quand même, c'est marrant, parce qu'on disait que Clara Chapaz a ouvert donc la voie à ce minage en France. Le Bitcoin, il a que 85 000 $. Vous, quand vous avez proposé cette idée, il était à combien ? Quand je l'ai vraiment proposé à EDF, quand on a créé l'entreprise, c'était 600 $. Mais quand on a réussi à approcher EDF, c'était aux alentours de 3 000 $. Ouais. On perd du temps et on perd de l'argent. On perd du temps, on perd beaucoup d'argent. Ouais. Mais bon, voilà, on n'est pas un pays leader, on est suiveur. Et hélas, là, on a suivi parce qu'effectivement, non seulement on pouvait être dans les premiers, mais on pouvait être le tout premier pays à faire un mining national. Je l'ai déjà expliqué. Ouais. Bon, c'est raté, c'est pas grave. Hein. Le besoin est toujours très important pour EDF de se lancer, de tenter un POC. Alors, moi, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, on est absolument prêt pour le POC, on a les financements, on a absolument tout, on sait où l'installer. Voilà, j'attends un rendez-vous avec la direction d'EDF pour pouvoir lancer ça, mais comme je l'ai déjà dit, je suis convaincu que cette année, on va avancer beaucoup. Il faudrait pas arriver dans la situation qu'on vit sur plein d'autres sujets, Internet, l'IA, etc., où en fait, on est en retard, et le jour où on décide d'y aller, il n'y a plus d'industrie locale. Et donc, du coup, on se fournit auprès d'acteurs américains, on se fournit auprès d'acteurs suisses, auprès d'acteurs étrangers, chinois, alors qu'on avait toute la capacité de le faire en France, on a tous les cerveaux pour le faire, tous les talents pour le faire, et parce qu'on perd du temps, alors que souvent, les industries américaines, elles naissent par la commande publique, dans beaucoup d'exemples, en fait, après, elles viennent s'étendre sur les marchés européens pour prendre les commandes publiques également européennes. Donc ça serait dommage. Et d'autant plus que, à mon sens, et c'est un propos qu'on développe aussi dans le livre, comme je pense que d'ici une quinzaine d'années, la plupart des acteurs du minage, en fait, seront des acteurs de l'énergie. Les deux industries ont quasiment vocation à fusionner. Ça ne fait pas sens d'être mineur sans être énergéticien, et ça ne fait pas sens d'être énergéticien sans être mineur. Et comme la plupart des acteurs de l'énergie sont des acteurs publics, en réalité, ça veut dire que le minage va devenir une compétition géopolitique. Parce que les différents États, via leurs entreprises d'énergie, vont être les principaux mineurs et qui n'auront pas cette contrainte, avec beaucoup de guillemets, de rentabilité, puisqu'il y a toujours un contribuable pour mettre l'euro derrière si jamais on estime que c'est important de garder une part du réseau Bitcoin. Donc, prendre de l'avance à la fois sur la filière hardware, sur la filière de mining et sur le contrôle, entre guillemets, d'une part de la gouvernance du réseau, pour moi, c'est un calcul qui est gagnant dans tous les cas. Ça nous assure une place sur ce qui, demain, peut être le nouvel étalon de commerce international. Une dernière question, une ou deux questions d'actu, si on a le temps. Le cours du Bitcoin, vous voyez ici, et je vais vous poser une question qui paraît un petit peu en marge. Application des droits de douane à partir d'aujourd'hui, dans les heures qui viennent, c'est ce soir 22h par Donald Trump, une politique commerciale agressive. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences sur le cours du Bitcoin, d'après vous, Alexandre ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non, mais en gros...
de façon plus long terme. À court terme, je pense que ça va réagir comme sur les marchés financiers, ils réagissent. Voilà, c'est un climat d'incertitude, donc ça peut monter, ça peut descendre. Franchement, à court terme, j'en sais rien. C'est la boule de cristal. C'est fort probable que ça descende parce que pour l'instant, on le met souvent dans la même case que les actifs risqués, mais ça peut aussi faire l'inverse parce que c'est en train de faire ce shift, on l'a vu avec les déclarations de Larry Fink, vers cet actif de réserve qui ne partage pas les caractéristiques d'un actif risqué. Donc on est dans cet entre-deux, je ne sais pas quelle direction ça va prendre, mais à long terme, pour moi, évidemment, la réponse c'est que de toute façon, ça va continuer. Oui. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que cette politique commerciale, il y a une part de politique monétaire derrière. C'est que pour Trump, son dollar est trop sous-évalué. Mais en fait, il est trop sous-évalué parce que c'est le prix à payer pour avoir une arme hégémonique mondiale. C'est qu'il a besoin que le dollar soit sous-évalué pour qu'il soit distribué partout dans le monde et que tout le monde finance la dette américaine. Mais ce faisant, effectivement, il baisse la compétitivité de l'industrie américaine. Donc en gros, le prix à payer pour avoir une monnaie qui permet d'imposer au monde entier tout ce qu'il veut, c'est que l'industrie américaine n'est pas compétitive parce que du coup, elle ne peut pas, avec une monnaie extrêmement faible, elle ne peut rien faire face aux importations étrangères. Donc là, on pourrait voir, alors big move, mais ça se trouve, s'il a fait sa réserve en Bitcoin, c'est une façon de se hedger, de se protéger en disant, en fait, je vais moi-même remonter mon dollar avec ma politique commerciale, mais ce faisant, si ça ne marche pas, en fait, j'ai à côté un hedge qui est le Bitcoin, qui monte si jamais le dollar descend. Intéressant. Vous avez 40 secondes pour compléter, Sébastien. Même chose à court terme, effectivement, ça peut faire chuter le cours du Bitcoin parce que ça peut créer de l'inflation, d'augmenter considérablement les droits de douane, on peut créer de la rareté des échanges et donc créer de l'inflation. Donc ça pourrait faire chuter le cours à court terme, mais évidemment à long terme, ça crée le chaos, ça continue de créer un chaos international et je dirais, ça fait perdre de la stabilité monétaire au global. Donc tout ça, c'est bon pour Bitcoin, on l'a toujours dit, c'est la monnaie du chaos. Et donc ça prendra de la valeur sur le long terme. Ouais. Merci à tous les deux. Alexandre Savchenko, directeur de la stratégie chez Pemium et auteur de ce livre qui sort aujourd'hui, Bitcoin, le choc géopolitique, écrit avec Jean-Charles Galli aux éditions Armand Collin. Merci Sébastien Gouspillou, cofondateur du Big Block Group. Vous nous dites quand vous avez eu ce rendez-vous. Absolument. Et vous reviendrez dans cette émission. Merci à tous les deux. Je vous laisse entre les mains de Guillaume Semerer, c'est BFM Bourse. Bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.